quitté pour l'Indochine. Qu'est-ce qui pouvait bien attendre ces petits Français? Un documentaire extraordinaire, étayé par de remarquables archives. Et envoyer des centaines de tonnes. La France découvre que sa lointaine colonie peut être un élément déterminant dans la reconquête. Arrivé gare Saint-Charles, les candidats au voyage descendent le boulevard de la Canebière pour rejoindre le port et son embarcadère. Mon père était agrégé d'histoire et géographie et il a été nommé avec ma mère, mon frère Norbert, qui avait 15 mois de plus que moi, sur le paquebot Azé-le-Rideau. Mon père était fonctionnaire. Au départ de Marseille, c'était une formidable émotion. Et il y avait un petit orchestre sur les quais avec musiciens italiens, etc. Et bien sûr, il ne s'attendait pas à vivre dans une case, dans une paillote, mais enfin quand même, il a trouvé que c'était bien. Saigon était à l'époque qualifié de... Saigon était la perle de l'Extrême-Orient, mais on disait que c'était la rue Catina qui en était le symbole. Où les auteurs d'ouvrages, ou les journalistes, tout le monde passait là, s'arrêtait au Continental, logeait au Majestic, se promenait. Kilomètres de Saigon. Tonkin au nord, Annam au centre et Cochinchine au sud. Ces trois pays distincts seront réunis à l'indépendance pour devenir le Vietnam moderne. Mais la colonie s'étend aussi sur les royaumes du Cambodge et du Laos. Depuis la fin de la conquête coloniale, ces territoires forment sous l'égide de la France, l'Union indochinoise. C'est la volonté de la France de l'époque, la France de Napoléon III, de s'implanter en Asie pour participer. Pour s'ouvrir à ce marché chinois si convoité au milieu du 19e siècle, l'empereur Napoléon III décide de s'implanter en Indochine. Prétextant le secours 17, la France met en place une administration coloniale, dont le centre est Hanoï, capitale du Tonkin. Alors nous sommes arrivés à Hanoï et nous avons cette rue Paul-Bert menée au Grand Théâtre, et qui avait beaucoup d'allure et qui a été construit sur le modèle du Palais Garnier. Hanoï est une vraie ville de tradition, avec ses lacs. Il y a 3 lacs, dont un très grand, avec au loin la vision des monts du Tam Dao. Hanoï, ça veut dire la ville entre les fleuves, entre les eaux. Il restait encore quelques vestiges. Avec une cité séculaire, ce qu'on appelait le quartier annamite, quartier vietnamien, avec le grand marché, et puis des rues très pittoresques, des rues de corporation, rue des Ferblantiers, rue du Cuivre, rue de la Soie. L'autorité s'impose aux administrations locales des rois et empereurs, toujours en place dans les pays de protectorat. Seule la Cochinchine est administrée directement par la France. Le gouverneur général, qui d'ailleurs était entouré d'un protocole très pompeux. Et le gouverneur général, moi j'ai vu ça quand j'étais enfant, surgissant tout à coup, cette cavalcade extraordinaire, très brillante, sous le soleil, et Il y avait un certain sens de la hiérarchie, suivant le grade dans l'armée ou suivant le niveau dans l'administration, c'était assez hiérarchisé. Hanoï est aussi le siège de quelques joyaux de la mission civilisatrice de la France. Lycées et universités pourvus de nombreux professeurs agrégés venus de métropole, école française d'Extrême-Orient, dont les archéologues réhabilitent patiemment. La gare d'Hanoï est le point de départ d'un voyage à travers l'Indochine, à la rencontre de témoins de cette époque oubliée. La traversée du pont Paul Doumer ouvre aux voyageurs les horizons d'un pays inconnu. Plus de 150 tunnels et de 3000 ponts permettent la traversée des paysages montagneux du Haut-Tonkin. Dans chaque gare s'agite une population indigène qui a dû prendre en marche le train de la modernité et du progrès. Ces populations anamites devinaient-elles que ces Français de la conquête qu'ils avaient croisés? Dans les années 1800-1890, je pense. Et alors il a fait le coup de feu, comme tous les légionnaires. Ils étaient pour ça. C'était les troupes de choix. Les grandes routes, vous avez des routes coloniales, vous avez des ports, là, le port de Saigon, le port de Haiphong, sont des infrastructures très très énormes qui ont été construites par les Français, bien évidemment.
Est-ce que les Français ont construit ces infrastructures pour, sincèrement, du fond du cœur, aider les populations cambodgiennes, vietnamiennes et laos? Vous avez besoin de la mise en valeur. En arrivant dans les territoires militaires du Haut, lieu de tous les trafics, ces villages peuvent s'appeler Bankra ou Kaobang. Bankra, c'est une région très montagneuse. Petite Nguyenne anonyme, objet de tous les fantasmes. Derrière le mythe de la Kongai se cache souvent une jeune fille annamite s'occupant du logis d'un soldat. En vietnamien, en annamite, Kongai, c'est-à-dire la jeune fille. Pour l'annamite, ce n'est pas péjoratif. Mais cette compagne, à ce moment-là, elle enchaînait avec un nouveau débarqué. Et il y avait des carrières, véritablement. Et en quittant les contreforts rocheux du Haut-Tonkin, le voyageur redescend vers les plaines fertiles du delta du fleuve Rouge. Zone de riziculture, où la vie paysanne semble vous replonger dans une Indochine ancestrale. le Vietnam, c'est 85-90%. Donc, les rapports entre la population des villages et l'administration française sont des rapports très espacés, très occasionnels. Le vent de paternalisme bon enfant qui souffle sur ces scènes de remise de médailles à d'anciens combattants annamites illustre la difficulté pour l'administration française d'associer les populations indochinoises à son projet colonial sur une base d'égalité. Plus large à cette population et en même temps aussi laisser une place aux élites indigènes avec le gouvernement colonial. Les grands commis de l'Indochine, eux, ils ont un idéal qui est l'idéal fonctionnaire. Notamment, ce sont eux qui vont mettre sur place toute la politique d'instruction publique qui est très intéressante. Cette instruction publique doit favoriser le développement d'une élite indigène, prête à reprendre les rênes de cet État en devenir, cher à Albert Sarraut. Les élèves les plus brillants sont envoyés à Paris compléter leurs études. Leur retour en Indochine ne sera que des illusions. À diplôme égal, les élites indigènes ne pourront jamais prétendre au même poste, ni aux mêmes rémunérations que leurs confrères français. Donc c'est ça qui chagrine beaucoup les Vietnamiens et ce qui va alimenter... Les tentatives de réforme sociale se heurtent à la résistance des milieux d'affaires coloniaux. En témoignent les violentes campagnes de presse contre la création d'un service d'inspection du travail en 1926. Hormis des postes subalternes dans l'administration, les populations annamites sont surtout les bras du développement économique de la colonie. La relation était quand même... Il y avait d'une part la connaissance technique, technologique, et de l'autre côté, il y avait le bras, le muscle pour faire. La main-d'œuvre est recrutée parmi les indigènes qui acceptent sans difficulté ce travail facile et bien rémunéré, au point que de nombreuses jeunes femmes annamites viennent solliciter d'être enrôlées dans les équipes. Elles font preuve d'un grand zèle et arrivent à égaler les hommes en rendement au travail, malgré l'apparente raideur de leurs costumes. Situé dans le delta du fleuve Rouge, Haiphong est le principal port du Tonkin. On y débarque pour rejoindre Hanoï. S'y croisent sacs de riz ou minerais en partance vers la métropole. Y arrivent produits manufacturés indispensables pour continuer à vivre à la française. Mon père était chef mécanicien des flottilles de l'Indochine, à Haiphong, dans un grand, immense bâtiment. Il avait, je crois, une vingtaine d'ouvriers. Le Français qui avait un poste de responsabilité était considéré comme une sorte de gradé, de haut gradé. Aussi le port de départ pour se rendre dans la baie d'Along. Ce labyrinthe d'îlots rocheux est propice aux embuscades de dangereux pirates. Et je me souviens très bien, dans ma jeunesse, de l'avoir accompagné dans des grandes jonques à moteur qui avaient été réparées par lui. Et on partait comme ça 8 jours à la poursuite des pirates. Parce que là, la baie d'Along, c'était un repère de brigands. C'était épouvantable. Les conditions de voyage en automobile dans l'Indochine des années 20 sont encore assez épiques. Après une traversée du fleuve Rouge sur un bac improvisé, le voyageur rejoint la route coloniale numéro 1, dite route mandarine, qui le mène à travers le Tonkin, puis longe les côtes de l'Annam. Il arrive alors dans la cité impériale de Hue, capitale du pays.
Cette ville, aux vestiges d'une splendeur passée, est la... Avec ses tombeaux royaux, avec ses palais et surtout avec sa musique traditionnelle royale. Dans cette colonie vouée au changement et à la modernité, la cour impériale d'Annam maintient les traditions d'un pouvoir ancestral que la tutelle française a rendu dérisoire. Je suis née à Roué. Ma mère a de la parenté royale et ça veut dire qu'il faut suivre des obligations assez strictes. Il faut garder la population. Donc, il faut qu'il applique la loi du ciel, c'est-à-dire la moralité, tout ce qui est considéré comme conforme aux préceptes moraux que Confucius a enseignés. L'empereur Harué. Et pour gouverner le peuple, ce monarque a sous lui toute une administration formée par des gens qui ont été élevés dans une éducation confucéenne. C'est ce que l'on appelle l'administration mandarinale. Le mandarin se fait en titre dans les... Les démonstrations de dévotion des mandarins envers l'empereur n'y changeront rien. Le protectorat français a réduit petit à petit ses pouvoirs, allant jusqu'à administrer directement le trésor impérial. L'empereur est devenu comme des statues des temples. Ils ont les honneurs, mais ils n'ont aucun pouvoir. Le protectorat français s'est contenté simplement de coiffer l'administration vietnamienne par des résidents dans chaque province sous l'autorité du gouverneur général. Tout le pouvoir se trouve dans la main du gouverneur général d'Indochine. Intronisé en 1926, parfaire son éducation à Paris, l'éloignant ainsi de son peuple et de sa culture confucéenne. Cette culture confucéenne a aussi été remise en cause par l'arrivée des missionnaires chrétiens dans le pays. Dans des lieux reculés comme cette baie de Quilloa en Annam, le voyageur découvre une léproserie où le père Maheu prodigue soins et éducation aux lépreux annamites. Le père Maheu leur a consacré sa vie. C'est lui qui a conçu le projet de cet établissement et c'est à lui que revient en grande partie l'honneur de sa réalisation. Commencée dès le XVIe siècle par des missionnaires espagnols et portugais, l'évangélisation... Vous savez, le dimanche, c'est une fête, vraiment, là, ce qui se passe à l'église, là, parce que tout le monde s'habillait. Les gendarmes ont pour mission de défricher la jungle et de créer des routes. De ce pays infesté de moustiques, beaucoup reviendront avec ces crises de palu qui font le bonheur des romans coloniaux. Il a commencé au poste de la Palquée, après il était à Nubara. Moi, je me souviens de mon père partant à la chasse de nuit avec une lampe de tête. Dans une nuit, il ramenait des cerfs, des chevreuils, des sangliers, enfin des bestioles extraordinaires. Quoi, si vous voulez, ces gens dits sauvages avaient encore des connaissances médicales, je ne sais pas si on peut utiliser vraiment ce mot, mais rituelles, si vous voulez, qui permettaient de guérir littéralement des accès de paludisme. Mon père était dans ce coin-là. À force, il a réussi à assimiler leurs coutumes, à parler avec eux, et il avait même fait un dictionnaire montagnard. Pour retrouver la légendaire douceur de vivre coloniale, le voyageur se rend à Saïgon, capitale de la Cochinchine. Saïgon n'était pas une grande ville. C'est une atmosphère qui ressemble à une préfecture. Nous admirons, mais il y a peut-être une certaine envie aussi, hein, parce que ça fait riche, et puis c'est quand même une culture qui vient de ceux qui nous ont... Ou hommes d'affaires, venus s'assurer un avenir décent loin d'une France qui leur paraissait trop étriquée. Ils vont savoir profiter de ce climat propice à la nonchalance et jouir sans arrière-pensée de la douce vie coloniale. On se retrouve le soir au bar du Continental, rue Catina, ou au bout du quai des Messageries Maritimes, dans un lieu au nom évocateur. Moi, je me souviens, maman faisait faire la salade qu'on trempait dans des grandes bassines avec du permanganate de potassium, qui donnait une eau violette, vous savez. La région du riz, du nord et du sud, delta du Mékong, delta du Fleuve Rouge, et puis la moyenne montagne avec des cafés, des thés, etc.
C'est un pays riche qui, effectivement, pour la... Très vite, cette richesse agricole va attirer de grands groupes métropolitains qui vont donner aux plantations une dimension industrielle. L'exploitation de ces grands domaines, comme les terres rouges ou Michelin, nécessite une main-d'œuvre importante qu'il faut souvent aller chercher au Tonkin. Les conditions de travail, souvent difficiles de ces coulis, ne vont pas manquer de soulever la polémique dans les milieux coloniaux eux-mêmes. Les plantations, ce sont de vastes entreprises de type pratiquement industriel qui... Les communistes disaient, sous chaque EVA, il y a le cadavre. Moi, j'ai vu des plantations modèles, vraiment modèles, où les gens étaient le mieux possible. Il y avait des maisons pour les gens, il y avait des hôpitaux.